E-Magazine présente son adaptation de l'Acte de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, lu par Winnie Hamilton. Les représentants des États-Unis d'Amérique, assemblés en congrès le 4 juillet 1776, rédigèrent ce qui suit. Lorsque, dans le cours des événements humains, il devient nécessaire à un peuple de rompre les liens politiques qu'il tenait attachés à un autre et de reprendre parmi les puissances de la terre le rang séparé et égal auquel les lois de la nature et du Dieu de la nature lui assignent un respect bienséant pour les opinions du genre humain, exige qu'il déclare les causes qui le forcent à cette séparation. Nous tenons ces vérités pour être évidentes, entre guillemets, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils ont reçu du Créateur certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci sont la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Que pour s'assurer de ces droits, les gouvernements sont institués parmi les hommes en dérivant leur juste pouvoir du consentement de ceux qui sont gouvernés, c'est-à-dire le peuple. Que toutes les fois qu'une forme de gouvernement tend à détruire ses fins, le peuple a le droit de l'altérer ou de l'abolir et d'instituer un nouveau gouvernement en se basant sur de tels principes et organisant les pouvoirs de la manière qui lui semblerait le plus propre à sa sûreté et à son bonheur. La prudence dictera à la vérité que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés à la légère, pour des causes passagères et convenables. À cela, l'expérience démontre que le genre humain est plus disposé à souffrir quand les maux sont supportables que de se mettre en droit d'abolir les formes auxquelles il est accoutumé. Mais lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations ayant toujours pour but le même objet, prouve un dessein de réduire son peuple sous un despotisme absolu, le peuple, a le droit. Il est même de son devoir de se dégager d'un tel gouvernement et de se procurer de nouvelles garanties pour assurer sa sécurité dans le futur. Telle a été la souffrance endurée dans ces colonies, et telle est à présent la nécessité qui les contraint à altérer leur précédent de l'Angleterre, dont l'histoire est jalonnée d'injustices et d'usurpations réitérées, ayant toutes pour objet direct l'établissement d'une tyrannie absolue sur ces États. Pour prouver cela, nous voulons que les faits soient soumis à la sincérité du monde. Lui, l'Angleterre, a refusé son assentiment aux lois les plus salutaires et les plus nécessaires au bien public. Lui, l'Angleterre, a défendu à ses gouverneurs d'émettre des lois d'une importance immédiate et pressante, à moins qu'elles ne fussent suspendues dans leur opération, jusqu'à ce que son assentiment fût obtenu. Et lorsqu'elles étaient ainsi suspendues, il négligerait entièrement de les sanctionner. Lui, l'Angleterre, a refusé de rendre d'autres lois pour la commodité d'une grande portion du peuple, à moins que cette portion en abandonnât le droit de représentation dans la législature, droit qui lui était inestimable et qui n'était redoutable uniquement qu'aux tyrans. Lui, l'Angleterre,
a réuni des corps législatifs en des lieux inaccoutumés, incommodes et éloignés du dépôt des archives publiques, pour le seul dessein de les fatiguer jusqu'à ce qu'ils eussent complu à ces mesures. Lui, l'Angleterre, a dissous à plusieurs reprises les chambres des représentants pour s'être opposé avec fermeté à ces invasions contre les droits du peuple. Lui, l'Angleterre, a refusé durant longtemps, après cette dissolution, d'en faire élire d'autres. Par ce fait, les pouvoirs législatifs, ne pouvant être anéantis, sont restés dans le peuple, qui peut les exercer, l'État restant, dans cette occurrence, exposé à tous les dangers de l'invasion du dehors et des convulsions du dedans. Lui, l'Angleterre, a essayé d'empêcher la population de ces États en obstruant pour ce dessein la marche des lois concernant la naturalisation des étrangers, en refusant d'en émettre d'autres pour y encourager leur émigration et en augmentant les conditions des nouvelles appropriations de terres. Lui, l'Angleterre, a entravé l'administration de la justice en refusant son consentement aux lois qui établissaient les pouvoirs judiciaires. Lui, l'Angleterre, a fait des juges dépendant de sa volonté seule pour la tenue de leurs fonctions, pour le montant et pour le paiement de leur salaire. Lui, l'Angleterre, a créé une multitude de nouvelles charges et a envoyé ici des essaims d'officiers pour harasser notre peuple et pour en dévorer la substance. Lui, l'Angleterre, a maintenu parmi nous, dans le temps de paix, des armées sur pied sans le consentement de nos législatures. Lui, l'Angleterre, a affecté de rendre le militaire indépendant du pouvoir civil et même supérieur à celui-ci. Lui, l'Angleterre, a combiné avec d'autres le plan de nous soumettre à une juridiction étrangère à notre Constitution et non reconnue par nos lois, en donnant son assentiment aux actes de cette prétendue législation, pour loger de grands corps de troupes armées parmi nous, pour les protéger par un jugement similé de la punition pour tout meurtre qu'elles commettraient sur les habitants de ces États, pour faire cesser notre commerce avec toutes les parties du monde, pour imposer des taxes sur nous sans notre consentement, pour nous priver, en plusieurs cas, des avantages du jugement par jury, pour nous transporter au-delà des mers, pour y être jugés pour des offenses prétendues, pour abolir le système libre de la loi anglaise dans une province voisine en y établissant un gouvernement arbitraire dont les limites seraient agrandies afin d'en faire une fois un exemple et le rendre propre à introduire la même règle absolue dans ces colonies. Pour enlever nos chartes en abolissant nos lois les plus avantageuses et en altérant fondamentalement les formes de nos gouvernements, pour suspendre nos propres législatures et pour les déclarer investis des pouvoirs d'émaner des lois pour nous dans tous les cas quelconques. Lui, l'Angleterre, a abdiqué ici le gouvernement en nous déclarant hors de sa protection et en nous déclarant la guerre. Lui, l'Angleterre, a pillé nos mers, ravagé nos côtes, brûlé nos villes et ôté la ville à notre peuple.
Lui, l'Angleterre, a transporté actuellement de grandes armées de mercenaires étrangers afin de compléter l'ouvrage déjà commencé de la mort et de la désolation et de la tyrannie, avec des circonstances de cruauté et de perfidie qui peuvent à peine être comparées dans les âges les plus barbares et tout à fait indignes du chef d'une nation civilisée. Lui, l'Angleterre, a contraint nos compatriotes pris captifs sur les hautes mers de porter les armes contre leur pays, afin qu'ils devinssent les exécuteurs de leurs amis et de leurs frères, ou qu'ils succombassent eux-mêmes par leurs mains. Lui, l'Angleterre, a excité des insurrections domestiques parmi nous, et il a essayé de porter sur nos frontières des gens impitoyables dont le genre de guerre connu est une destruction sans distinction d'âge, de sexe et de condition. À chaque scène de ces oppressions, nous avons pétitionné pour en obtenir le redressement dans les termes les plus humbles. On a répondu à nos pétitions que par des injures répétées. Un prince dont le caractère est ainsi marqué par chaque acte qui définit un tyran n'est pas fait pour être le régulateur d'un peuple libre. Nous n'avons pas manqué d'attention à l'égard de nos frères les Anglais. Nous les avons prévenus de temps en temps des tentatives faites par leur législature afin d'étendre sur nous une juridiction garantie. Nous les avons fait ressouvenir des circonstances de notre émigration et de notre établissement ici. Nous en avons appelé à leur magnanimité naturelle et nous les avons conjurés par les liens de notre commune parenté de désavouer ces usurpations qui interrompraient inévitablement nos connexions et notre correspondance. Ils, ces Anglais, ont aussi été sourds à la voix de la justice et de la consanguinité. Nous devons donc acquiescer à la nécessité qui déclare notre séparation et les considérer comme nous considérons le reste du genre humain, ennemis en état de guerre, amis en temps de paix. En conséquence, nous, représentants des États-Unis d'Amérique, assemblés en congrès général, en appelant au juge suprême du monde pour la rectitude de nos intentions, publions et déclarons solennellement au nom et par l'autorité du bon peuple de ces colonies, que ces colonies unies sont et de droit doivent être des États libres et indépendants, qu'elles sont dégagées de toute allégeance à la couronne britannique et que toute connexion politique entre elles et l'État d'Angleterre est et doit être totalement dissoute, et que, comme des États libres et indépendants, elles ont plein pouvoir de déclarer la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, d'établir le commerce et de faire tout autre acte et chose que les États indépendants peuvent faire de droit. Et pour le maintien de cette déclaration, avec une ferme confiance en la protection de la divine providence, nous engageons mutuellement, les uns et les autres, nos vies, nos fortunes et notre bonheur sacré. Signé par ordre et de la part du Congrès. John Hancock, président. Attesté par Charles Thomson, secrétaire. Parmi les nombreuses leçons tirées de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, l'auditeur devrait se souvenir de ces mots. Entre guillemets, tous les hommes sont créés égaux, l'impôt sans représentation est une tyrannie,
et tous les pouvoirs du gouvernement proviennent du peuple, ce qui veut dire ici aux États-Unis d'Amérique, le peuple est le seul souverain. Je m'appelle Winnie Hamilton, éditeur en chef de e-Magazine.